bienvenue pour cette nouvelle édition d'AQC TV Live. Aujourd'hui, deux sujets techniques. Tout d'abord, la pose collée des carrelages et ensuite la nouvelle norme sur les garde-corps. Sommaire. C'est notre premier sujet, la pose collée du carrelage. On a souhaité aborder ce sujet parce qu'on constate une relative diminution du nombre de sinistres dans nos observatoires. Pour en parler, j'accueille Christine Gilliot du CSTB et je vous laisse déjà un petit peu vous présenter. Bonjour, je suis Christine Gilliot, je suis responsable de la direction sol et revêtement au sein du CSTB, Centre scientifique et technique du bâtiment. Le CSTB, qui est une entreprise publique au service des clients acteurs du bâtiment et de l'intérêt général, qui a pour mission d'accompagner la transformation du bâtiment au travers de 5 activités principales que sont la recherche et l'expertise, l'évaluation, la certification, les essais et la diffusion des connaissances. Au sein de ma direction, sol et revêtement, nous intervenons sur les produits, les revêtements de sol et tous les produits associés à leur collage, que ce soit les mortiers-colles, les enduits de sol, les chappes. Et donc nous les évaluons, certifions, testons. Alors justement, on va en parler. Moi, je voudrais savoir déjà pour un maître d'ouvrage, pour un maître d'œuvre, quelles seraient les premières recommandations pour faire un choix correct du carreau? Pour réaliser un ouvrage pérenne, c'est-à-dire durable aussi bien d'un point de vue esthétique que mécanique, il faut d'abord s'intéresser à la destination de l'ouvrage. Dans quel local vais-je poser mon carreau? Donc, selon cette destination, les sollicitations rencontrées seront différentes et donc nécessiteront d'adapter le choix du produit pour qu'il soit plus ou moins costaud. Par exemple, on ne choisira pas le même produit pour une salle de bain, une cuisine collective ou même un supermarché. Et en parallèle de l'identification du local, il faudra aussi choisir bien sûr le produit, que ce soit le carrelage ou le mortier-colle, adapté à cette destination. Donc on ne choisit pas uniquement pour des questions d'esthétique ou de grand format, il y a d'autres critères. Tout à fait, les textes de mise en œuvre que sont les normes DTU, les règles professionnelles ou les CPT, cahiers de prescription technique, précisent les sollicitations rencontrées et les performances attendues pour les revêtements et les produits associés comme la colle à carrelage. Par sollicitation, on entend par exemple poinçonnement sous l'effet d'un pied de meuble, les chutes d'objets ou encore l'usure sous l'effet de la marche. Toutes ces caractéristiques sont décrites en ce qui concerne les carreaux dans leur norme produit, la 14411. Alors justement, vous nous avez invités dans votre laboratoire du CSTB et je vous propose qu'on aille voir comment se réalisent ces essais. Ici, nous sommes au laboratoire céramique du CSTB à Champs-sur-Marne. En tant que laboratoire accrédité par le COFRAC, nous réalisons les tests selon la norme EN 14411. Parmi les exigences de la norme et des textes de mise en œuvre, tels que les DTU, règles pro et CPT, on retrouve les caractéristiques suivantes. Du coup, on va faire des tests sur l'absorption d'eau, des tests de résistance à la flexion et des tests dimensionnels. Du coup, le test d'absorption d'eau vise à mesurer la quantité d'eau qui peut être absorbée par un carreau. Le test consiste à immerger des éprouvettes de carreaux dans une cuve d'eau sous vide pendant 30 minutes. En mesurant la différence de masse entre l'échantillon sec avant et après immersion, on détermine l'absorption d'eau du carreau qui sera exprimée en pourcentage. On distingue différentes catégories de carreaux en fonction de leur taux d'absorption d'eau. Les plus courants sont ce qu'on appelle les grès cérame ou les grès porcelainés, inférieurs ou égal à 0,5% d'absorption d'eau. Ils correspondent à la classe 1A de la norme EN 14411 des carreaux céramiques. On distingue aussi une deuxième classe, les grès émaillés, entre 0,5 à 3% d'absorption d'eau, qu'on appelle le groupe 1B, et du coup les faïences ou revêtements mural,
qui sont supérieurs à 10% d'absorption d'eau et qu'on va appeler du coup le groupe 3. Du coup, le test de résistance à la flexion consiste à mesurer la force pour casser un carreau posé sur 2 appuis en appuyant au centre. On parle de flexion 3 points. Le résultat du test associé à d'autres essais, tels que le choc et le roulage, permettent de traduire la tenue du carreau aux actions mécaniques dues au mobilier ou aux engins roulants. L'essai de vérification des dimensions, au final, consiste à vérifier les différentes caractéristiques dimensionnelles du carreau, telles que la longueur, la largeur, l'épaisseur, mais aussi la rectitude, c'est qui correspond à des côtés du carreau le plus droit possible, l'angularité, vérifier que les angles soient droits à 90 degrés, et surtout la planéité, qui signifie que la surface est plane afin d'éviter l'effet bombement du carreau. Donc l'équipement filmé aujourd'hui est un des moyens de mesure utilisés au CSTB. Ces différents critères dimensionnels permettent de faciliter la mise en œuvre, alignement et régularité de la largeur des joints, mais aussi d'assurer l'esthétique de l'ouvrage et d'éviter cet effet de vague. Nous avons d'autres laboratoires d'essais qui réalisent aussi des essais sur les cols à carrelage, dans le cadre du marquage CE, selon la norme EN 12004, mais aussi pour la certification QB de ces produits. Sont présentées ici des maquettes d'essais réalisées dans le cadre de la vérification d'adhérence d'une colle à carrelage. Ces essais d'adhérence permettent notamment de déterminer le classement C1 ou C2 des colles à carrelage. Retour sur notre plateau d'AQC-TV Live avec Christine Gilliot du CSTB pour parler de la pose collée des carrelages. Moi, je voudrais maintenant qu'on aborde un petit peu la question du classement UPEC. Voilà, que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Classement UPEC, c'est d'abord le classement UPEC des locaux, qui définit les sollicitations mécaniques et chimiques couramment rencontrées dans les locaux. Et cela au travers de 4 lettres, le U pour l'usure, le P pour le poinçonnement, le E pour la tenue à l'eau et le C pour la tenue aux produits chimiques. À ces lettres, on ajoute un chiffre pour traduire l'intensité de la sollicitation, en général de 1 à 4. Et donc, par exemple, on va avoir le classement UPEC, si je prends l'exemple d'une chambre de logement d'habitation, elle sera classée U2, P2, E1, C0, c'est-à-dire un classement très faible puisqu'il y a peu de sollicitations. À l'opposé, on pourra trouver par exemple un supermarché qui lui sera classé U4, P4S, E2, C2, puisqu'il sera beaucoup plus sollicité, que ce soit en termes de choc, d'usure à la marche ou même d'entretien à l'eau ou aux produits chimiques. Comment peut-on être sûr que le carreau correspond au classement UPEC? Donc, en parallèle du classement UPEC des locaux, le CSTB, en tant qu'organisme certificateur, propose la certification QB-UPEC pour les revêtements, donc qui permet d'attester les performances du revêtement au regard de ces 4 mêmes lettres, donc le U pour l'usure, toujours le P poinçonnement, etc. Et donc finalement, pour reprendre l'exemple de la chambre, si j'ai besoin de poser un carrelage dans la chambre qui est classée U2, P2, E1, C0, ben je choisirai un carrelage dont le classement est au moins égal. Voilà, et on se retrouve grâce à la certification. Voilà, pour l'utilisateur qui le souhaite, la certification est du coup une aide au choix pour le produit adapté. Alors on a évoqué aussi dans le reportage, dans vos laboratoires, la question des colles et des chapes. Alors comment savoir si ces produits sont bien adaptés? On a évoqué les textes de mise en œuvre, DTU, règles professionnelles ou CPT, qui s'articulent en général autour de 3 axes. Le support avec sa réception et sa préparation, le choix des matériaux, carrelage et mortier-colle, si on parle là de l'ouvrage carrelage collé, et ensuite mise en œuvre. Le DTU 52.2 par exemple, carrelage qui traite du carrelage collé, décrira les caractéristiques attendues et le carrelage attendu pour tel ou tel local. De la même façon, il indiquera le mortier-colle adapté. Alors, même question que tout à l'heure, pour être sûr que le mortier-colle, que la colle sont adaptés, comment faire? De la même façon, le CSTB propose aussi une certification pour les produits d'isolement, comme les colles à carrelage, qui permet, via la marque QB, d'attester que les performances du produit répondent aux exigences des textes.
Donc par exemple, si la colle est classée C2 et permet de répondre aux attentes du DTU. Bien, je vous propose maintenant qu'on parte sur un chantier pour voir un petit peu les questions de mise en œuvre. Bonjour, donc je suis Bruno Cadorini. Je fais partie de la Société des grands projets qui est la maîtrise d'ouvrage publique qui pilote la réalisation du programme du Grand Paris Express. Nous sommes à la gare de Saint-Denis-Pleyel, qui est la première qui a été inaugurée de ce programme. Le sol des gares, des infrastructures des transports en général est très sollicité. Donc réussir son sol signifie maîtriser un quart de coût d'entretien, de gestion, de maintenance, d'exploitation d'une gare. La céramique était le matériau qui mieux répondait aux exigences de durabilité et résistance, mais une céramique un peu plus technique, bien maîtrisée. Donc il maîtrise aussi de la glissance, R10 à l'intérieur et R12 à l'extérieur au lieu exposé à l'humidité. Ensuite, le sol, naturellement, a une fonction aussi esthétique, peut participer de l'ambiance, même lumineuse. Donc il y a des exigences de pose qui ont été définies pour ce sol, encore une fois pour maîtriser au maximum et réduire au minimum le risque d'impact, de salissure. Il ne suffit pas donc simplement de choisir un bon revêtement de sol, il faut aussi que sa mise en œuvre soit accompagnée de recommandations pour les entreprises, voire des formations spécifiques, notamment pour un sol aussi, pour un revêtement de sol aussi ambitieux que celui du Grand Paris Express. Jules Desmarais, de la société du même nom, et nous avons donc réalisé les travaux de sol et de chape sur la gare de Saint-Denis-Pleyel. Il y avait des exigences particulières, nous devions donc réaliser une chape sur un plancher béton, à une épaisseur précise comprise entre 50 et 60 mm, avec des tolérances de planéité très spécifiques. Les DTU préconisent 5 mm sous la règle de 2 mètres. Dans le cadre des chantiers des gares du Grand Paris, nous sommes à 3 mm sous la règle de 2 mètres. Et ensuite, la pose de carreaux grand format 37,5 par 75, des dalles pleine masse, parce que la qualité du support détermine toujours la qualité de la pose. Et afin d'obtenir la pose la plus esthétique, la plus qualitative, il était indispensable vraiment de réaliser une chape qui soit parfaitement plane. Donc ça nécessitait énormément de travail, énormément de contrôle aussi de la part de nos équipes et des équipes de la SGP. Sur la chape, nous, il y a 3 grands points à contrôler. Le premier, c'est évidemment la planimétrie. Évidemment, on contrôle avec les règles. Un deuxième contrôle ensuite de propreté, s'assurer que son support est propre, donc pas de déchets, pas de poussière, pas de détritus, on met le coup de balai. Et troisième point, que le support soit sain, donc on vérifie que principalement qu'il n'y ait pas de fissures, alors des fissures trop nombreuses, trop importantes, trop larges, auquel cas là il faut procéder à des réparations avec des résines. Les joints du support doivent toujours être suivis dans la pose, donc c'est toujours nos joints de la chape qui sont remontés dans le carrelage. Pour ce qui est de la localisation, elle est faite bien en amont, au moment de l'établissement des plans, avec notre bureau d'études, les bureaux de B6, de la SGP, avec qui nous ont accompagnés sur ce dossier. Il y a eu un très gros travail de calpinage. Alors il y a eu des sujets, mais on a réussi un petit peu à tous les régler. Le cœur de la solution, ça a vraiment été sur ces sujets-là, la présence du géomètre. C'est-à-dire que nous faisions notre chape, il était présent. Tout de suite, on traçait la localisation des fractionnements, on sciait dans la foulée, et au moment de la pose, on repartait de ces points-là afin d'être toujours carré entier au droit de nos fractionnements, aux joints de dilatation. Alors déjà, il y a un premier travail en amont avec la maîtrise d'œuvre afin d'organiser les travaux et d'éviter la coactivité, qui est quand même la première source de problèmes de circulation et de non-respect des délais de séchage. Ensuite, évidemment, il faut baliser la zone. Donc, nous, on met des barrières de police, on met des rubalises, des petites affiches pour marquer zone en cours de séchage. Mon conseil, on va dire, pour les artisans ou les confrères qui feraient ce type de chantier avec des carreaux grand format, c'est d'être extrêmement vigilant sur la sélection des produits, que ce soit la colle, que ce soit le liant hydraulique pour la chape, que ce soit les joints. Vraiment d'aller chercher les bons produits. Ne pas hésiter à consulter les fabricants. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des produits qui sont quand même très performants. C'est des chantiers en profondeur, donc sur différentes plateformes, différents niveaux. Vraiment, mon message sur ça, c'est vraiment de bien anticiper la logistique
et de bien l'organiser. Il y a des formations qui ont été faites, qu'on a suivies et qui ont été vraiment utiles. Voilà, parce que c'est des produits à séchage rapide. Il faut travailler d'une certaine manière pour pas que ça tire trop vite, pour qu'on ait le temps de travailler encore un petit peu à chape. Vous savez, comme j'ai expliqué, il y a des exigences de qualité. Des fois, il faut repasser un petit peu derrière et si on ne l'a pas suffisamment anticipé, on arrive et quand on veut reprendre, la prise est déjà faite et là, il faut casser, il faut recommencer. C'est pas l'objectif. Alors, de retour dans le studio, moi, il me reste encore quelques questions. Je voudrais qu'on parle des supports. Quelles sont les vérifications à mettre en place pour avoir le bon support? Quel que soit le format du carreau, la première question à se poser, c'est quelle est la nature du support sur lequel j'interviens? Est-ce que c'est un dallage, une chape tradie ou même une chape fluide à base de sulfate de calcium? Selon la nature du support, sa préparation sera différente. Ensuite, selon les dimensions du carreau, et en particulier pour les carreaux de grand format ou très grand format, une vigilance particulière doit être apportée à la planéité du support. C'est le point clé de la réussite de l'ouvrage. Si on n'a pas une bonne planéité, on ne pourra pas assurer un bon liaisonnement entre le carreau et le support via la colle. En l'occurrence, la planéité attendue est 3 mm sous la règle de 2 mètres et 1 mm sous le réglé de 20 cm. C'est peu, donc très souvent ça nécessite une préparation préalable du support. Pour les grands formats, il y a une autre question importante, c'est le poids de ces carreaux. Comment on s'y prend pour les mettre en œuvre? Donc ces carreaux, c'est esthétique, c'est tendance, c'est la mode, mais effectivement, pour les entreprises, c'est effectivement une difficulté. Ça nécessite de s'équiper avec du matériel adapté pour pouvoir à la fois manipuler les carreaux, donc par exemple à l'aide de ventouses à vide ou de chariots de transport, mais aussi pour les découper. Donc ça nécessite d'avoir des carrelettes de plus grande dimension ou bien des systèmes de découpe à eau ou à sec. Et ensuite à nouveau du matériel pour pouvoir manipuler le carreau une fois qu'il aura été encollé. Puisqu'une spécificité de ces grands et très grands formats, c'est le fait de devoir mettre un double encollage. Donc encoller le support et l'arrière du carreau au préalable. D'accord, écoutez, merci Christine Gilliot donc, du CSTB pour toutes ces précisions. Voilà, on a vu quand même qu'il y a de très nombreux référentiels que vous avez cités, que vous maîtrisez bien. Alors pour aider nos internautes, nous mettons dans la description 2 liens qui vont synthétiser tous ces référentiels. Voilà, maintenant nous vous proposons une page d'actualité avec la revue Qualité Construction. Notre dernier numéro de la revue Qualité Construction vient de paraître. Au sommaire notamment, un focus sur l'effondrement des toitures autoprotégées et les mesures de prévention, une enquête sur 3 chantiers précurseurs en bois et paille, un article sur l'obligation de calorifuger les réseaux pour maximiser les économies d'énergie, et enfin, un point sur la polyvalence des bardages métalliques. Nous vous proposons en lecture gratuite un article sur les acteurs du logement social qui réinventent leur stratégie de rénovation pour concilier 2 défis majeurs: améliorer la performance énergétique et réduire l'empreinte carbone. Les expérimentations se multiplient de Nancy à Toulouse. Entre ambition climatique et contraintes budgétaires, ils tracent une voie pragmatique vers la décarbonation du parc social. Retrouvez toutes nos offres d'abonnement à la revue sur notre site internet qualitéconstruction.com. Autre sujet que nous avons souhaité évoquer pour vous, c'est la nouvelle norme sur les garde-corps. Et pour évoquer ce sujet, nous avons invité Pierre Martin de la PAV. Voilà, Pierre Martin, je vous propose de vous présenter déjà un petit peu plus. Oui, merci pour l'invitation. Donc, je suis Pierre Martin. Je travaille à la direction technique du groupe APAV Infrastructure et Construction sur les sujets de l'enveloppe vitrée des bâtiments et les garde-corps notamment. Alors justement, quels sont les enjeux essentiels de ces ouvrages faisant office de garde-corps? Alors, ce qu'on souhaite dans un bâtiment, c'est de pouvoir éviter les chutes des personnes dans le vide. Et donc, pour pouvoir éviter une chute, eh bien, ça va être la somme de dispositions constructives qu'on va pouvoir mettre en œuvre dans le bâtiment et d'un comportement adapté des usagers face à ce risque. Alors, quel est le contexte réglementaire et normatif ?
Alors, le contexte a un petit peu évolué ces dernières années. Le Code de la construction et de l'habitation a été modifié en juillet 2021 et a introduit un article législatif qui est l'article L134-12 qui dit que les bâtiments sont conçus et construits de manière à éviter les chutes accidentelles de hauteur des personnes dans le cadre d'un usage normal. Et donc, pour appliquer ce texte législatif, au niveau des bâtiments d'habitation, nous avons l'article R134-12, qui est un article réglementaire, qui finalement définit simplement une hauteur de garde-corps ou d'allège de fenêtres. Et pour les autres types de bâtiments, comme les établissements qui reçoivent du public ou les établissements qui sont soumis au Code du travail, ben là on a un petit peu un vide réglementaire. Donc c'est pour ça que la normalisation a pallié ce vide, voilà, et pour définir justement des dispositions constructives. D'accord. Alors quelles sont les raisons qui ont amené à cette révision de la norme ? Et puis peut-être un petit peu comment vous vous y êtes pris sur cette norme. Alors les raisons, c'est la DHUP qui a demandé à la commission de normalisation, P01A, la commission AFNOR, de prendre en compte des remontées d'informations de la commission de sécurité des consommateurs qui recense environ 300 défenestrations de jeunes enfants par an en France. Et qui considère que la norme, elle est trop compliquée et trop soumise à interprétation, enfin la version de 88. Alors comment vous avez fait pour écrire cette norme et puis pour vérifier vos principes ? Alors les travaux ont été très longs et on a fait des exercices avec des enfants dans une école primaire et école maternelle. On a fait plusieurs sessions avec environ 200 enfants à chaque fois, pour pouvoir mesurer, effectivement, constater ce qui se passait avec les garde-corps qui étaient conformes à la norme de 88 et pour essayer d'améliorer, trouver des dispositions constructives. Donc on a travaillé sur un texte pour qu'il soit plus lisible et surtout éviter des interprétations. Donc on va traiter le risque on parle bien de la fonction garde-corps, hein, la fonction d'un garde-corps, donc ça concerne tous les ouvrages du bâtiment, que ce soit des garde-corps, des allèges de fenêtres, des cloisons, voilà. Donc on va limiter le risque de basculement, on va limiter le risque de passage à travers, le risque d'insuffisance de résistance mécanique et le risque de dégradation par une durabilité qui serait insuffisante. Alors justement, je vous propose qu'on parte dans un laboratoire d'essai qui a testé quelques garde-corps pour nous. Donc, bonjour, je suis Vincent Tchemoun, le responsable d'activité au sein de Ginger. Ginger est une grosse entité d'experts et d'ingénieurs dans toute l'Europe et tout le monde. Et ma place au sein de Ginger est responsable d'activité enveloppe, clos du bâtiment, produit de l'enveloppe. Donc particulièrement la réalisation d'essais sur produit. Les essais, c'est des choses très importantes qu'on va voir. Il y a une grosse partie statique et une partie dynamique. Donc la partie statique est développée en plusieurs points. Donc on a des exemples de poussées horizontales, verticales. Ces différentes poussées vont simuler des faits réels qui peuvent être réalisés dans la vie et qui servent effectivement de sécurité. Donc pour vous donner un exemple sur un garde-corps, une personne qui vient s'appuyer sur le garde-corps, il faut qu'effectivement il y ait non-déplacement du garde-corps et une sécurité d'accroche. Ces charges sont définies dans un test normatif et basées sur les Eurocodes. Ils permettent la sécurité individuelle des personnes. Pour les essais dynamiques, on retrouve différents corps de choc. Donc on a les corps de choc de typologie mou et les corps de choc durs. C'est des éléments sphériques. On vient appliquer une certaine énergie pour simuler une chute d'un individu sur le garde-corps. Donc voilà les critères, pour vous citer quelques critères, c'est non-chute de débris et une stabilité, une consolidation du système après le choc. On retrouve différents gabarits. Donc les gabarits sont testés, permettent de vérifier le dimensionnement avant les essais. Donc c'est une étape essentielle réalisée par l'opérateur. Donc on trouve des gabarits sphériques. Donc on trouve le T1, le T2, le T3. Chaque gabarit sphérique est utilisé selon une hauteur bien définie par rapport à ce garde-corps. Donc pour vous donner un exemple, le T1 qui est sphérique et qui est de 11 cm permet une vérification sur une zone d'activité entre 0 et 0,8 m.
Et on retrouve aussi un autre gabarit qui s'appelle B et qui est effectivement très important par rapport au point d'appui. On a une partie bleue de 5 cm qui permet de vérifier un non-appui au niveau du garde-corps. Sur ces essais, il y a effectivement certains points sensibles, des critères de déformation résiduelle à mesurer qu'on retrouve pour chaque essai. Pour vous donner un exemple, on a une poussée réalisée statique avec des vérins assertis et donc effectivement un critère de résiduel sur chaque typologie d'essai. Sur la conception de garde-corps, nous donnons aucun conseil. Nous sommes effectivement là pour évaluer et juger selon la normalisation et nous ne donnons pas de conseils à ce niveau-là. Donc, pour vous donner quelques points spécifiques, par rapport aux essais statiques, on retrouve les essais statiques verticales, statiques horizontales vers l'intérieur et la partie sensible sont les parties horizontales vers l'extérieur où là effectivement on retrouve deux parties, donc la partie statique avec la charge d'exploitation et la charge de sécurité. Donc c'est un point très important où le garde-corps ne doit pas effectivement avoir une déformée résiduelle trop importante, supérieure effectivement aux critères normatifs pour effectivement être accepté à la conception et à l'utilisation pour nos utilisateurs. Alors Pierre, est-ce qu'on peut dire quelques mots sur les bâtiments existants? Comment cette norme s'appliquerait sur ces bâtiments? Alors, la norme s'applique, la version 2024 s'applique sur l'édification de bâtiments nouveaux, donc c'est la construction et l'extension des bâtiments. Et la norme donne à titre informatif une information qui est la suivante, c'est qu'elle recommande d'appliquer la norme quand on peut, et surtout indique l'absolue nécessité de ne pas aggraver le risque sur des situations existantes. Alors ça veut dire quoi, ne pas aggraver le risque? Alors, ne pas aggraver le risque, c'est... Alors déjà, ça vient en réponse aussi à la circulaire du 13 décembre 1982 pour la rénovation des bâtiments d'habitation existants, qui indique la même chose, c'est qu'il faut essayer d'appliquer la norme et tout du moins il ne faut pas aggraver le risque. Et donc, l'intérêt dans cette nouvelle norme, c'est qu'elle va définir ce que c'est que de ne pas aggraver le risque. C'est, voilà, et ben, en fait, ça serait un changement de destination, ça serait une aggravation de risque. La surélévation d'un sol, donc on aurait une hauteur de protection plus basse. Et puis la création de points d'appui qui pourraient créer des zones où on pose le pied. Voilà, exactement. Exactement. Alors, peut-être une dernière question. Quelles sont vos recommandations, vos conseils sur les bâtiments existants pendant leur vie? Est-ce qu'il y a un entretien à faire, par exemple? Oui, alors, ça va dépendre des matériaux. Ce qu'il y a de très important, c'est que pendant toute la durée d'exploitation du bâtiment, on doit avoir cette performance, cette fonctionnalité garde-corps qui doit être assurée. Tant et si bien que pour certains matériaux, on a besoin d'un entretien bien spécifique qui est défini par l'entreprise dès lors qu'elle livre son ouvrage, exactement. Un point important aussi, c'est que la norme explique bien que l'entretien et la maintenance sur des garde-corps existants qui ne sont pas conformes à la nouvelle version sont tout à fait possibles dans la mesure où on n'aggrave pas les dispositions constructives. Voilà, donc de remplacer une pièce qui est défaillante par une pièce neuve, on est tout à fait dans l'esprit de la norme. Voilà, c'est un bon exemple. Écoutez, merci Pierre Martin pour toutes ces informations, toutes ces précisions. Je rappelle que vous travaillez à la PAV et surtout vous présidez la commission de normalisation sur les garde-corps. Très bien, écoutez, merci beaucoup pour l'invitation. Voilà, cette émission se termine. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver tous les liens utiles dans la description. Merci à la technique, à Ève, à Richard et à Lionel. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ces émissions sur notre chaîne YouTube. Et pour moi, c'est le moment de vous quitter car je pars prochainement en retraite. J'ai eu grand plaisir à préparer ces émissions sur des sujets d'actualité. J'ai eu grand plaisir à rencontrer des personnes passionnées et passionnantes. Bonne continuation à AQC TV Live. Bonne fin de journée.